Donc voilà, moi je suis Stéphanie Barral, jeune chercheuse à l'INRA, au LISIS, à Paris, au laboratoire interdisciplinaire Sciences, Innovation, Société. Et auparavant, en fait, j'ai fait une thèse de doctorat en sociologie financée par le CIRAD et à l'école doctorale de l'EHESS, sur une enquête que j'ai menée dans les plantations de palmiers à huile aussi en Indonésie et dont je vais vous présenter le cœur de ce qui a constitué ma thèse ici. Je suis très contente de pouvoir présenter après Tania, parce qu'en fait, je vais vous montrer en fait, des observations qui ont été faites dans des plantations similaires, mais en regardant des choses différentes, et du coup, en vous montrant, on va dire, l'autre face de la médaille. Voilà. Donc en fait, je me suis intéressée aux ouvriers agricoles. Et en fait, par rapport à ce que vous a présenté Tania, moi je me suis intéressée aux ouvriers agricoles qui avaient un statut d'ouvrier permanent dans les plantations. Donc vous allez voir que ça présente des portraits qui sont assez différents de l'emploi et du travail dans les plantations, et qui en fait sont assez complémentaires, je trouve, et montrent bien la diversité et la complexité en fait des situations sociales qu'on peut observer dans les plantations. Voilà. Si je ne parle pas assez fort, n'hésitez pas à me le dire, parce que c'est souvent une remarque qu'on me fait. Voilà. Donc, ce qui m'intéresse aussi aujourd'hui, en fait, c'est de vous montrer comment, en partant de la question du travail, j'en suis arrivée à m'intéresser à celle du foncier. Et en fait, depuis, c'est une approche que je continue à mobiliser en fait, dans d'autres terrains que je développe maintenant en France, notamment, sur vraiment le lien qu'il peut y avoir entre la question du travail et la question du foncier. Et puis, en fait, par rapport à toute la réflexion que j'ai menée en Indonésie sur la question du travail agricole permanent, j'ai aussi prolongé ça après ma thèse par des réflexions sur le cas de la Malaisie, où j'ai pas pu faire de terrain, mais j'ai pu aller discuter avec quelques chercheurs. Et je pense qu'en fin de présentation, si j'ai le temps, je vous parlerai aussi de ce cas malaisien, parce qu'il m'a permis de mettre en évidence et de préciser en fait les résultats que je vais vous montrer tout de suite. Voilà. Donc voilà. Pour quelques éléments de structure, je vais commencer par une présentation assez générale en fait, des différents modèles de production qu'on peut retrouver en Indonésie et en Malaisie sur le palmier à huile. Et ensuite, j'aurai une grande partie sur ce que j'appelle le modèle de colonisation agricole indonésien, en fait. Donc, c'est une réflexion assez idéale typique, en fait, de la forme de la colonisation du foncier qu'on observe autour des plantations de palmiers à huile. Ensuite, voilà, si j'ai le temps, je viendrai sur l'autre modèle de colonisation que j'ai pu observer et définir par plutôt des lectures sur le cas malaisien, et puis ensuite je conclurai. Voilà, donc je commence brièvement parce qu'il y a quand même pas mal de choses qui ont été dites précédemment sur le fait que, effectivement, l'Indonésie et la Malaisie se sont affirmées depuis les années 70 comme les deux géants mondiaux de la production d'huile de palme, parce qu'il y a 80% de la production qui est concentrée, on va dire 80% des surfaces qui est concentrée dans cette région du monde. Ça correspond à 21 millions d'hectares de plantations réparties sur les deux pays. Pour avoir un ordre d'idée, 21 millions d'hectares, en fait, c'est la moitié de la surface agricole utile française. Voilà. Ensuite, j'ai fait aussi des estimations à partir de mes enquêtes du nombre d'ouvriers que ça pouvait représenter. Alors, sur les ouvriers permanents, je suis arrivée à considérer qu'il y avait à peu près... en tout cas en 2011, quand j'ai fait cette enquête, 1 million de familles ouvrières qui vivaient dans les plantations sous le statut d'ouvrier permanent et qui travaillaient quotidiennement dans les plantations. Et il y a aussi, effectivement, comme le disait Stania, toutes ces franges de la population qui vivent à la périphérie en fait, des plantations et qui ont des modes de vie complètement différents de celles qu'on peut observer pour les ouvriers permanents qui vivent dans les plantations. Voilà. Donc en fait, ce qu'on va voir et ce qui est vraiment très intéressant, et je trouve que ça apporte un élément de réponse à aussi ce que disait Pierre-Marie, c'est qu'en fait, on est face à un système de la plantation qui à la fois exclut une partie des populations, c'est ce qu'on a vu dans la première présentation, mais on est aussi dans un système économique qui inclut une autre partie de la population, notamment les ouvriers permanents,
qui sont des migrants, en général qui viennent de Java, et qui viennent travailler dans les plantations, qui ont accès à un salaire permanent, des protections sociales, etc. Je vais vous développer tout ça. Voilà. On revient là-dessus sur ce paysage productif dual, où on a les grandes plantations privées qui sont intégrées dans des grands groupes économiques, qui représentent à peu près le 2/3 des surfaces. Et puis après, on a une grande partie aussi de plantations, de petites plantations qui sont familiales ou patronales, qui sont développées sur des unités de production bien inférieures. On a différentes formes de contractualisation entre les firmes et les petits planteurs. On peut avoir le contract farming, dont parlait aussi Tania tout à l'heure, ou les schémas de colonisation en Malaisie. Mais je ne développerai pas ça dans ma présentation. Après, si vous voulez des précisions, on pourra en parler par la suite. J'ai été aussi très intéressée par le tableau que tu nous as montré, où on voit justement les proportions différentes en fait, de surface allouée aux grandes plantations et aux smallholders en fait, en fonction des provinces. Parce que je trouve qu'en fait, c'est des éléments de cadrage qu'il faut avoir en tête pour comprendre aussi le rapport de force qu'il peut y avoir entre les grandes plantations privées et en fait, les smallholders. Voilà. Donc, moi, je me suis intéressée à ces firmes privées. C'est vraiment au cœur de la firme que j'avais envie d'aller pour faire cette enquête. J'ai pu le faire parce que en fait, j'étais allocataire de recherche du CIRAD et que le CIRAD a aussi des contrats de recherche avec ces firmes pour des questions plutôt de recherche agronomique ou biotechnologique. Et en fait, du coup, des liens historiques avec les firmes qui m'ont permis d'accéder aussi à l'intérieur des plantations, d'avoir des autorisations de recherche et en fait d'aller vivre avec des ouvriers agricoles. Donc moi, j'ai fait une enquête pendant 1 an, en 2010-2011, et j'ai passé une bonne partie du temps à vivre avec les familles d'ouvriers permanents. Dans 6 plantations différentes réparties, il y en a 5 qui étaient sur Sumatra, et une qui était sur Kalimantan. Voilà. Donc en fait, il y a aussi une réflexion à avoir, je pense, on a commencé à en discuter hier soir, sur l'accès au terrain, sur la manière dont on accède aux observations et sur comment aussi ça va structurer nos observations et les interprétations qu'on peut faire de nos observations. Donc j'en reviens à ces firmes. Les firmes privées en Indonésie, donc je vous disais, je n'ai pas fait de terrain en Malaisie. Il y a quelques firmes européennes qui subsistent de la période coloniale. Toutes n'ont pas été nationalisées. Et j'ai notamment, moi, fait du terrain dans une firme belge qui avait des plantations sur Sumatra Nord et puis dans le sud de Sumatra. Et il y a aussi des firmes indonésiennes et malaisiennes qui sont en fait des comment on pourrait appeler ça, des empires économiques familiaux qui peuvent concentrer jusqu'à 500 000 hectares de plantations répartis sur tout le pays, qui en général ne sont pas uniquement positionnées sur la production d'huile de palme. Elles sont aussi positionnées dans le secteur secondaire, ça peut être dans l'agroalimentaire, mais ça peut être dans aussi toute autre chose. On a même certaines de ces firmes qui sont aussi positionnées sur le secteur tertiaire, qui possèdent des journaux, qui sont investis dans des médias, etc. Il y a même une des firmes aussi dans laquelle je suis allée faire du terrain, où le numéro 1 de cette firme est très impliqué en politique. Il a été ministre des Affaires sociales. Donc voilà, ça vous donne une idée aussi des liens qu'il peut y avoir entre les élites économiques et les élites politiques dans ce pays. Voilà, donc des firmes voilà, qui soit de petite taille, le 30 000, 50 000 hectares, c'est une firme qui a peu de palmiers, et jusqu'à 400 000 hectares, 500 000 hectares qui sont répartis sur l'ensemble du pays. Ensuite, les unités de production, c'est des unités de 25 000 à 30 000 hectares environ, qui sont ensuite segmentées et organisées selon une organisation du travail très hiérarchique. Ensuite, voilà, c'est principalement, moi je me suis intéressée à l'huile de palme, mais on trouve aussi des plantations qui produisent aussi du caoutchouc, notamment dans la zone de Sumatra Nord, qui est historiquement une zone de production de caoutchouc. On trouve ces plantations qui sont diversifiées sur ces deux productions. Ensuite, un point central à garder en tête et qui va en fait structurer tout le modèle, toute l'interprétation que je vais vous présenter, c'est le fait que ces plantations reposent sur la figure du migrant. Donc il faut s'imaginer effectivement des firmes qui arrivent dans des régions forestières,
qui déforestent en faisant venir de la main-d'œuvre migrante pour faire le travail. Donc le caractère migrant vraiment est très important, hein. C'est structurel du modèle de la plantation. On retrouve ça dans toutes les plantations, dans tout le modèle des plantations qu'on peut retrouver sur les différents continents du monde. Et ensuite, cette idée, effectivement, que les firmes, la mobilisation du travail repose sur un marché du travail qui est segmenté, avec d'un côté les ouvriers permanents qui vont vivre dans les plantations, et de l'autre côté, les ouvriers temporaires qui, eux, n'ont pas du tout accès au même statut et aux mêmes droits. Voilà. Donc en fait, on peut dire d'ores et déjà qu'on est face à un système qui, je vous le disais, à la fois inclut une partie de ces migrants qui ont été recrutés dans des poches de pauvreté sur l'île de Java notamment et dans d'autres régions, et aussi une forme d'exclusion aussi des populations locales, par exemple, qui ne sont pas inclus dans ce système de travail permanent ou très peu. Donc, quelques illustrations de ce que peut être une plantation privée vue du ciel. Ça, c'est en allant faire du terrain dans une plantation de Bengkulu, la province de Bengkulu. Donc, c'est une plantation qui était très enclavée, qui a une vingtaine d'années, mais qui était très enclavée. Et ça a du sens pour après comprendre la manière dont je vais interpréter mes observations. Donc, il fallait prendre un petit avion. On était 8 dans le petit avion et puis on volait sous les nuages. Et donc, voilà, pendant 45 minutes, on avait ce paysage sous les yeux. Voilà, donc on voit vraiment l'organisation très carrée des blocs qui vont être ensuite répartis par ouvrier qui aura ces blocs pour récolter les régimes. Voilà, une autre vue du ciel. Je ne sais pas si vous voyez bien les photos en fait avec la lumière, mais une autre vue du ciel, voilà, où on voit avancer le front de colonisation. Hein. On voit la forêt qui est en train d'être coupée en haut de la photo et les premières plantations qui ne sont pas encore productives en bas de la photo. Voilà, donc comment s'intéresser à la question sociale en fait dans les plantations indonésiennes et comment, en s'intéressant à la question sociale, on en vient à s'intéresser à la question foncière. Pour vous expliquer tout ça, je vais commencer par revenir en fait sur l'histoire des plantations, l'histoire sociale des plantations en Indonésie, parce que en fait, c'est à partir de cette approche historique que moi j'ai pu soulever des questions de recherche, et du coup j'avais envie de revenir avec vous un peu sur la trajectoire de ma réflexion. En plus, ça fait écho à des discussions qu'on a eues tout à l'heure sur effectivement la structuration historique en fait de la production. Donc d'abord, pour revenir sur cette période, sur cette analyse socio-historique des plantations, gardons en tête qu'il faut distinguer deux périodes. En tout cas, moi j'ai distingué très fortement deux périodes dans mon analyse et dans la manière aussi dont j'ai choisi en fait les plantations où je suis allée faire du terrain. C'est qu'en fait, on a d'abord des plantations coloniales qui ont été développées dans le nord de Sumatra. Donc j'ai une carte ici pour ceux qui ne connaissent pas l'Indonésie. Le nord de Sumatra, c'est donc ici. Et en fait, on a historiquement une ceinture de plantation qui est développée à partir des années 1860. En fait, 1863, on a les premiers entrepreneurs occidentaux qui viennent et qui s'installent dans cette région-là et qui vont développer des plantations. Donc d'abord des plantations de tabac, ensuite des plantations de caoutchouc et à partir des années 1910, des plantations de palmiers à huile aussi. Voilà. Ils sont très dépendants d'une main-d'œuvre extérieure migrante, comme je vous le disais tout à l'heure. Initialement, ils vont la chercher sur l'île de... ils vont la chercher en Chine d'abord, pardon. Et puis après quelques décennies, en fait, ils vont mobiliser de la main-d'œuvre ici, sur l'île de Java, principalement. Voilà. Je vais revenir plus en détail sur cette première période, mais donc retenir que voilà, il y a d'abord le nord de Sumatra qui a été colonisé jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Et ensuite, on a, à partir des années 70, une volonté politique forte en fait, de développer les cultures d'export. Et ce qui sera fait d'abord avec la mise en place plutôt de plantations publiques dans les années 70 et par la mise en place de plantations privées à partir des années 80. Donc je vais différencier en fait les plantations coloniales, que je vais peut-être
par facilité de langage, dire plantation coloniale et les plantations que je vais appeler plus récentes, même si certaines commencent à avoir une quarantaine d'années, dans mon analyse pour comprendre les différentes formes de relations sociales qu'on observe dans ces deux types de plantations. Voilà. Donc, on a eu dans le nord de Sumatra cette ceinture de plantation qui s'est développée pendant la période coloniale, et ensuite à partir des années 80 une colonisation qui va toucher l'ensemble des îles extérieures de l'archipel, à commencer par Sumatra, puis plus tard par l'île de Kalimantan et celle de la partie indonésienne de la Papouasie. Et en fait, d'une manière générale, on retrouve du palmier un peu partout sur l'ensemble de ces îles extérieures. Donc, je reviens sur le développement historique des plantations. Je vous le disais, en 1863, on a les premiers entrepreneurs occidentaux, européens, américains aussi, qui viennent, qui défrichent et qui s'organisent pour mettre en place des plantations. C'est la mise en place de ces plantations, et c'est aussi un élément de réponse par rapport aux questions du modèle, en fait, sont vraiment tirées par la demande européenne et qui est en pleine révolution industrielle, en fait. La culture du caoutchouc a vraiment servi au développement de la révolution industrielle, et notamment à l'hégémonie de la puissance britannique avec le cas malaisien. Voilà. Donc, cette colonisation qui arrive dans le nord de Sumatra, avec l'organisation des migrations, je vous le disais, d'abord qui viennent de Chine, puis ensuite d'ouvriers javanais, et qui fonctionne voilà, selon un régime de travail forcé. Il y a eu l'abolition de l'esclavage dans la première moitié du 19e siècle, donc on n'est plus vraiment sur un système esclavagiste, mais on n'est quand même pas très loin. On est sur un système de travail forcé, où en fait les ouvriers sont contractualisés depuis Java, où on leur promet monts et merveilles, viens travailler à Sumatra Nord, tu pourras acheter de l'or, tu pourras devenir riche, tu pourras revenir au village, etc. On leur paye le transport jusqu'à Sumatra. Et ensuite, en fait, ils déchantent en arrivant dans les plantations, puisque c'est interdiction de rompre le contrat, mauvais traitement physique, enfermement, incitation à des formes de dépendance à l'opium aussi, pour qu'ils restent dépendants des plantations et qu'ils continuent à travailler dans les plantations, etc. Donc, en fait, on est dans une forme de développement du capitalisme qui est très primitif, en fait, qui fonctionne avec une violence très importante. Et pendant cette période, l'État colonial est aussi très peu présent, en fait. Il est présent d'une certaine manière en autorisant l'accès au foncier et en votant cette loi agraire, en fait, j'ai oublié de vous dire, qui autorise les investissements privés dans l'agriculture et dans le paysage indonésien. Auparavant, la colonie, les systèmes agricoles étaient uniquement le fait de plantations publiques, notamment. Là, on arrive à des plantations privées, des investisseurs privés. Mais à part ça, il y a quelques tentatives de l'État de réguler le travail, mais finalement, c'est vraiment, on peut parler d'une forme de toute-puissance des planteurs à ce moment-là, puisque dans les négociations qu'ils ont avec les sultans locaux, ils sont dans un rapport de force qui joue en leur faveur. Dans la manière dont ils arrivent à organiser les migrations, ils sont dans un rapport de force qui joue en leur faveur, etc. Donc, voilà, on est dans cette première période où, en fait, la seule entrave qu'il va y avoir à leur hégémonie économique, et c'est vraiment un système ultra puissant économiquement. Par exemple, il y a un des planteurs qui a aussi commencé à construire un réseau ferré de trains, donc ils prennent aussi en charge la construction de certaines infrastructures pour pallier l'absence, en fait, de l'État social. Donc voilà, on a cette espèce de microcosme qui se met en place. Et il y a un élément de résistance fort, c'est quand même celui des ouvriers, des coulis, qui, eux, jusque dans les années 30, en fait, vont avoir des formes de rébellion assez individuelles, peu politisées et peu collectives. On est plutôt face à des assauts à la hiérarchie, l'assassinat de certains supérieurs hiérarchiques, etc. Mais on n'est pas encore sur des formes collectives de contestation sociale. Ouais. Donc, pour vous donner quelques idées de chiffres,
pour quantifier un peu ce que je vous dis. Voilà. À la fin du 19e siècle, on est plutôt sur des plantations qui sont des petites unités et assez nombreuses. On va avoir progressivement une concentration de ces plantations au sein de firmes qui se structurent, qui commencent à structurer aussi les filières, la commercialisation, etc. Et on a le recours et la dépendance forte en fait, à cette main-d'œuvre et au travail forcé qui provient de Java. En 1930, vous voyez, 1,5 million de personnes qui sont venues dans le nord de Sumatra et qui correspondent à 30% de la population totale. Donc quand je vous dis qu'on commence à avoir des assauts envers la hiérarchie, etc., c'est que ça constitue une forme de menace aussi forte en fait, pour les dirigeants des plantations. Voilà. Et en 1940, on a 265 compagnies qui exploitent 700 000 hectares. Donc, à partir de 1930, moi je fais une distinction, oui, parce qu'on a l'abolition du travail forcé. Pour vous montrer aussi cette forme d'hégémonie des planteurs, légalement, le travail forcé a été aboli dans la colonie néerlandaise en 1911. Et il faut attendre les années 30 pour que cette mesure soit effectivement mise en place dans les plantations. Et en fait, c'est surtout des réflexions d'ordre économique qui ont aussi poussé les planteurs à faire évoluer leur système d'encadrement de la main-d'œuvre, parce que le travail forcé, en fait, est très coûteux, parce qu'il y a des taux de mortalité vraiment très importants. Et en fait, vu sous l'angle économique des dirigeants des plantations, en fait, ça leur pose un réel problème. Et on passe, en fait, d'un système de travail forcé où on recrute essentiellement de jeunes hommes célibataires à une politique de la famille, plutôt. Donc, on va recruter des jeunes hommes mariés pour la stabilité sociale. On s'imagine que c'est plus intéressant, qui vont avoir des jeunes enfants et donc qui vont aussi avoir une forme de responsabilisation qui, on espère, va les rendre plus dociles pour effectuer le travail dans les plantations. Et on a donc ce que j'appelle le renforcement du caractère paternaliste de cet encadrement, c'est-à-dire qu'on voit à ce moment-là une amélioration des logements dans lesquels sont logés les ouvriers. Auparavant, ils étaient logés massivement dans des baraques en bois assez grandes. On voit apparaître les maisons familiales, donc c'est des maisons à deux unités familiales dans une même maison. Une amélioration aussi de la prise en charge des besoins médicaux, des soins médicaux. Et puis, progressivement aussi, on va avoir la construction d'écoles pour les enfants, etc. Voilà. Alors, ce basculement vers un système plus paternaliste à partir des années 30 ne va pas amener une forme de neutralisation de la critique sociale, pas du tout. Il va plutôt, en fait, s'accompagner de différentes ruptures, en fait, de la Seconde Guerre mondiale, hein, qui constitue une rupture très très forte dans le système des plantations, parce que notamment les Japonais vont envahir les plantations entre 1942 et 1945 et vont complètement déstructurer la production. Les ouvriers qui restent dans les plantations à ce moment-là vont se retrouver dans des situations de pauvreté alarmantes. Et à partir de 1945, avec l'indépendance du pays, on va avoir pendant 20 ans un régime socialiste qui bascule progressivement vers le communisme et une formalisation progressive du droit du travail, avec comme moteur des mouvements syndicaux hein, qui sont notamment très très importants dans ces plantations, avec beaucoup d'ouvriers qui sont dans le Parti communiste indonésien, Encarté. Et aussi, en fait, des conflits fonciers très importants à la périphérie de ces plantations, avec des tentatives de réforme agraire qui vont être plus ou moins abouties, mais qui vont quand même mener au fait que les plantations vont rester des grandes plantations dans cette période-là, dans cette partie-là de Sumatra Nord. Voilà. Donc les avancées en termes de droit du travail, c'est l'interdiction du droit des enfants, les congés maternité, l'encadrement des horaires de travail quotidiens aussi, essentiellement dans les années 50. On va être là, donc 48 heures de travail quotidien, des hausses de salaire, des indexations des salaires sur le
le taux d'inflation, oui, voilà, etc. Donc on a cette période d'agitation sociale qui conduit à certaines améliorations de la vie quotidienne des ouvriers, sans pour autant qu'il faille s'imaginer que la vie devient rose. Hein. Ça reste une vie difficile, avec un travail difficile aussi, et quelques améliorations. Deuxième crise majeure et deuxième rupture majeure, c'est 1965, avec un événement national. Hein, je vous passe les détails parce que je pense que je les maîtrise beaucoup moins bien que d'autres dans la salle, mais en tout cas, l'assassinat de généraux de l'État, et du coup, un renversement de ça, une crise avec l'assassinat de centaines de milliers de personnes affiliées au Parti communiste ou supposées être affiliées au Parti communiste. Et ça va être radical dans les plantations aussi du nord de Sumatra, parce qu'on a en fait énormément d'ouvriers qui sont au Parti communiste. Moi, il y a la plantation où j'ai passé le plus de temps, il y a le tiers des ouvriers qui se sont fait massacrer pendant cette période-là. Et c'est une période vraiment de massacre total, parce qu'on considère qu'il faut dénoncer son voisin si on ne veut pas être dénoncé. Et du coup, ça tourne en fait à des formes de massacre qui font beaucoup plus loin qu'un simple conflit politique. Voilà, et donc ça c'est une forme de rupture, puisqu'on a ensuite le Suharto qui va arriver au pouvoir, qui va mettre en place un régime autoritaire, qui va interdire les libertés syndicales, le droit d'association, et qui va mettre en place un régime économique, une politique économique beaucoup plus libérale, avec cette volonté d'abord de mener une politique de substitution aux importations, puis ensuite de développement des exportations. Et donc en fait, c'est à partir de ce moment-là qu'on va observer le mouvement d'expansion et cette deuxième période d'expansion des plantations dont je vous parlais. Donc, voilà, j'ai un peu dit tout ce qu'il y avait à dire sur cette diapo. On a, oui, donc une volonté politique vraiment marquée de développer la culture du palmier à partir des années 70, avec d'abord des plantations publiques qui en fait ont rapidement, c'est un modèle qui a rapidement été mis de côté et délaissé pour plutôt les plantations privées, parce que en fait, en termes de productivité et de performance, on va dire agronomique et économique, c'était beaucoup moins efficace que les plantations privées. Voilà. On a ensuite, et ça c'est un des aspects qui m'a posé question, c'est en fait on a du coup pendant toute cette période-là une légitimation politique du pouvoir des firmes, et notamment, en fait, on a beau être dans un régime libéral, là où on est face à un État développementaliste, c'est qu'en fait on a vraiment ce lien entre l'État et les élites politiques pour accéder au foncier. Et c'est essentiellement, c'est un paramètre très important pour comprendre l'expansion qui est à l'œuvre. Hein. On a l'État qui va concéder des concessions de dizaines de milliers d'hectares aux firmes privées et qui vont permettre en fait le développement massif de ces plantations avec la multiplication des surfaces. Ensuite, le général Suharto est au pouvoir jusqu'en 98, mais on va continuer en fait à voir l'expansion des plantations à l'œuvre jusqu'à maintenant, encore aujourd'hui, et même avec un renouveau des libertés syndicales théoriques. En fait, en pratique, moi, dans les terrains que j'ai faits et avec les ouvriers que j'ai observés, c'était pas des canaux de revendication qui avaient du sens en fait pour eux. Voilà. Donc, partant de cette analyse historique, et si vous avez envie d'en savoir plus, il y a le livre de Hans Stoller par rapport à ça qui m'a beaucoup servi et qui est vraiment passionnant. Je me suis posé comme question, en fait j'avais envie de comprendre quels étaient les moteurs sociaux de cette expansion. Puisque qui dit expansion, on dit donc mobilisation de ces ouvriers. Et quels sont les mécanismes qui expliquent la mobilisation des ouvriers et la stabilisation de milliers de familles ouvrières en fait, qui viennent de régions, enfin en fait qui migrent pour venir travailler dans les plantations. Voilà, il y a de manière sous-jacente aussi la question des échelles de régulation en fait. Est-ce que l'État... On voit que l'État est moteur dans l'accès au foncier. De quelle manière l'État va être aussi moteur dans l'accès à la main-d'œuvre ou pas? Est-ce qu'on a des formes de régulation par les marchés, localement aussi, qui vont pouvoir expliquer
les formes de recrutement et de stabilisation des ouvriers qu'on observe. Donc, les différents facteurs qui m'ont permis de comprendre ce que j'ai observé et ce que je ne vais pas tarder à vous présenter, il y a en fait l'accès à la main-d'œuvre et l'accès au foncier, c'est mes deux entrées. Et par rapport à ça, on voit qu'il y a une distribution territoriale qui explique largement les différences qu'on observe, avec donc ces deux foyers de plantation. Et l'État comme acteur de l'expansion à la fois pour l'accès au foncier, mais aussi dans une forme de formalisation du droit de propriété privée qu'on va retrouver pour les firmes privées, mais aussi quelque part dans des formes d'appropriation individuelle de foncier que certains ouvriers vont arriver à mettre en œuvre. Et je m'aperçois que je suis très en retard, donc j'accélère. Voilà, j'ai donc mené une enquête fondée sur les trajectoires des ouvriers permanents. Je me suis intéressée en fait à leur degré d'autonomie et le degré de sécurité économique et sociale qu'ils arrivaient à construire dans leur trajectoire. Par rapport à la sécurité, en fait, j'ai traduit ça en termes de protection sociale essentiellement, en me basant sur des définitions de Robert Castel. Donc il y en a 5. Par rapport à ça, en fait, ce qui a du sens pour les trajectoires des ouvriers que j'ai observés, c'est les solidarités primaires et tous les arrangements locaux qu'on va voir de manière interne, on va dire, à la communauté ouvrière qu'ils constituent. Ensuite, la possession d'un patrimoine privé, et c'est là que j'en viens à mon lien avec le foncier, c'est qu'en fait, les ouvriers, pour se constituer des protections sociales complémentaires, vont tous avoir pour objectif, ou en tout cas la grande majorité d'entre eux, d'essayer d'accéder à la terre et d'exploiter eux-mêmes une parcelle de foncier. Et enfin, en troisième point plutôt, les protections salariales. Donc, c'est-à-dire ce qu'ils retirent de leur engagement dans le salariat, dans les plantations, et qui constituent aussi des formes de protection, ça peut être la rémunération, mais vous allez voir que ça peut être bien d'autres choses. Donc j'ai traduit ça par l'analyse d'un triple rapport, le rapport à l'emploi, c'est-à-dire quelles sont les formes de production qui sont fournies par l'État social indonésien aux ouvriers permanents, un rapport au travail, quelles sont les protections aussi dont vont bénéficier les ouvriers du fait de leur engagement dans une firme privée, et enfin ce rapport aux solidarités locales et à l'entrepreneuriat, vous allez voir. Donc c'est comme ça, c'est en m'intéressant à ça que j'ai fait cette découverte du lien entre le travail et le foncier. Et ça m'est vraiment apparu comme deux éléments qui étaient indispensables, dont l'articulation était indispensable pour comprendre ce que j'observais. Donc pour revenir au rapport à l'emploi, et donc le rapport aux ouvriers, entre les ouvriers et l'État social indonésien, donc en travaillant sur des textes de loi et en faisant des entretiens avec des cadres aussi de plantation, j'en suis arrivée à définir l'État indonésien, l'État social indonésien, comme un État libéral paternaliste. Parce que, alors, ça peut paraître un peu contradictoire, puisque souvent on oppose les firmes paternalistes et l'État social. En fait, dans le cas indonésien, et pour les ouvriers permanents, je le rappelle, en fait, on a des lois qui stipulent que les firmes doivent fournir des protections sociales autres que le salaire, qui sont un logement, l'accès à des soins médicaux, l'accès à l'éducation pour les enfants, l'accès à un lieu de culte aussi, c'est aussi stipulé par la loi, etc. Et en fait, c'est ce qu'on observe pour les ouvriers permanents, hein. Ils sont logés par la plantation et ils ont accès à ces différents systèmes de production. Donc on a donc l'État qui vient légitimer le rôle des entreprises et ce lien très fort, en fait, du coup, qu'on va avoir entre les ouvriers et les dirigeants des firmes, à l'exception du système des retraites. Et le système des retraites est en fait un système de fonds de pension depuis la fin des années 70. Et en fait, on est donc face à un système qui repose sur des logiques de marché. Et vous allez voir en fait dans les observations que j'ai faites sur ces 6 plantations qu'on va avoir une variabilité très importante de ce que vont fournir les firmes aux ouvriers permanents, mis à part le système de la retraite. Ça, c'est quelque chose qui est constant et tous les ouvriers sont traités à peu près même de la même manière en fait dans toutes les plantations que j'ai pu observer. Et c'est là où en fait on en vient au cœur
de ce qui constitue une tension forte dans la vie des ouvriers permanents, c'est qu'en fait, ils sont logés pendant toute leur carrière d'ouvriers dans des maisons de plantation et ils cotisent à ce fonds de pension pendant toutes leurs années de travail. Et à 55 ans, quand ils arrivent à l'âge de la retraite, en fait, ils reçoivent une somme globale qui représente en fait l'ensemble de leurs cotisations, voilà, plus le taux d'intérêt. Et cette somme, en fait, leur est donnée en une seule fois, en échange à la condition qu'ils quittent la maison de plantation qu'ils ont habitée pendant 25 ou 30 ans. Et donc là, j'ai mis en parallèle, en fait, et là vous avez un tableau qui le récapitule, la somme qu'ils reçoivent, l'indemnité qu'ils reçoivent au moment de la retraite. On est à peu près à 30 millions de roupies pour les indonésianistes. Ça, c'était en 2010-2011. Hein, donc, à l'époque, ça faisait 2500 €. Et j'ai aussi comparé ça aux dépenses moyennes qu'il fallait allouer pour se reloger. Et donc le prix d'une maison et ensuite le prix du foncier. Sachant que le prix du foncier, en fait, varie énormément entre Sumatra Nord et le reste du pays. Mais en fait, si on regarde simplement le prix de la maison, on est déjà à des sommes qui sont supérieures à l'indemnité qu'ils vont toucher au moment de leur retraite. Donc ça, ce que ça signifie, c'est que à partir de la fin des années 70, les ouvriers vont passer d'une logique de vie au jour le jour, parce que jusque dans les années 70, en fait, le système des retraites, en fait, la prise en compte de la vie des ouvriers retraités était encore quelque chose qui était géré par les compagnies. Ils avaient des maisons pour les retraités étaient logés encore sur place, il y avait des allocations retraite qui étaient versées par les firmes. À partir de 1979, avec la création de ce fonds de pension, en fait, on arrive à une rupture très forte qui implique que les ouvriers se projettent dans l'avenir. On n'est plus dans une vie au jour le jour avec une prise en charge de notre quotidien jusqu'à la fin de la vie. On est dans une nécessité d'anticiper l'avenir et de construire des stratégies en fait, pour pouvoir anticiper l'avenir et se constituer une forme d'épargne ou un revenu supplémentaire qui vont permettre d'acheter un lopin de terre, de construire une maison et puis en fait d'avoir aussi un revenu qui soit suffisant en fait, pour poursuivre en fait, une espèce de deuxième carrière qui arrive après la retraite d'ouvrier permanent en fait. Donc c'est intéressant parce qu'on voit une forme d'externalisation en fait, de la protection sociale et en fait toutes les contraintes de la vieillesse, on va dire, reposent à partir de ce moment-là sur les épaules des ouvriers. Ils se retrouvent, on va dire, responsables de leur futur et ça c'est un élément très puissant en fait de structuration des trajectoires ouvrières et en fait de l'équilibre aussi de ces plantations parce que ce qu'on voit c'est que les ouvriers ils sont dans leur temps libre ils sont quand même très impliqués dans construire des stratégies économiques et ils sont pas vraiment en train d'aller militer aussi pour une amélioration de leurs conditions de vie. Voilà, donc je vous disais, le foncier est la principale source de protection économique et l'accès à une parcelle de foncier pour planter du palmier en général va être leur principal objectif. Dans ce contexte, de ce fait-là, en fait, c'est le contexte foncier qui va déterminer en fait la possibilité ou non pour les ouvriers en fait de se constituer un patrimoine et d'arriver d'anticiper de manière satisfaisante leur retraite. Et donc, c'est là où on peut différencier en fait, les situations de front pionnier et de frontières agricoles, où en fait, les ouvriers et les plantations vont être mises en place dans des régions où il y a encore des espaces forestiers qui peuvent être colonisés, et les régions où on est face à de la saturation foncière et où cette accession à la propriété foncière en fait, n'est plus possible. C'est pour ça que de manière idéale typique, en fait, j'ai différencié le cas de Sumatra Nord, où là, le territoire est colonisé depuis 150 ans, on n'a plus une parcelle de foncier qui est disponible, et le cas des frontières agricoles. Et je trouve que c'est très intéressant parce qu'en fait, on voit des situations intermédiaires. Moi, j'ai construit un peu des situations idéales typiques, et on voit des situations aussi voilà, qui permettent de compléter en fait, ces observations des entre-deux. Voilà. Donc, quelques photos aussi rapidement pour vous montrer les différences qu'on peut voir en termes de logement notamment et en fait d'infrastructures qui sont fournies aux ouvriers. Donc ça, c'est des maisons plutôt récentes, dans des plantations où
dans des plantations où les ouvriers ont des bonnes conditions de vie. Je vais vous expliquer pourquoi. Et puis voilà, on a des maisons beaucoup plus vétustes. Là, dans ces cas-là, il n'y a pas d'eau courante, il n'y a pas d'électricité, donc il y a des différentiels de prise en charge de la vie privée des ouvriers qui sont assez différentes. Voilà, ça c'est une des maisons où j'ai passé quelques mois. Voilà, encore ces différences. Alors, les conséquences, en fait, de ce nouveau rapport à la protection sociale, en fait, ça va structurer 2 types de trajectoires ouvrières, ce que je vous disais. Hein. Donc, là, les ouvriers qui vont pouvoir accéder à une parcelle de foncier, dans les plantations qui sont plutôt situées dans des régions pionnières et où il n'y a pas encore de forme de saturation foncière, et les ouvriers, en fait, qui, eux, ne vont pas arriver à accéder au foncier. Je pense que c'est important aussi de penser les choses, pas seulement en termes de disponibilité foncière, mais aussi en termes de travail. Dans les régions de front pionnier, un des facteurs limitants pour le développement des grandes plantations, c'est la main-d'œuvre. C'est coûteux de faire venir des ouvriers depuis d'autres régions du pays. Et la question du turnover peut être assez problématique. Et si les ouvriers ont tous accès à du foncier, en fait, ils vont potentiellement arrêter de travailler en tant qu'ouvriers permanents, puisque c'est quand même, en termes d'autonomie, plus intéressant de planter du palmier. Et alors que dans la région de Sumatra Nord, on est sur des densités de population qui sont 10 fois supérieures aux autres régions où j'ai pu faire du terrain. Il y a des taux d'inactivité et de chômage qui sont très importants. Et en fait, du coup, il y a aussi une saturation du marché du travail qui fait que les ouvriers vont aussi rester ouvriers, en fait. Donc la question du turnover ne se pose pas du tout de la même manière. Voilà, donc cette question, le marché du travail et le marché du foncier, et vraiment, moi, ce que j'ai essayé de faire, c'est d'avoir en tête le contexte à la fois de travail et de foncier pour essayer d'interpréter les observations que je faisais. Donc rapidement, j'ai un tableau qui vous montre les différentes plantations où j'ai fait du terrain. Donc il y en a 3 à Sumatra Nord et 3 qui ont été mises en place à partir des années 80. Une à Riau et une à Bengkulu sur Sumatra, une à Kalimantan. Voilà, avec des différentiels de densité de population. Et après, j'ai essayé de définir aussi ce que je vous disais, les marchés du travail et les opportunités de travail pour comprendre les observations que je faisais. Donc à Sumatra Nord, marché du travail et du foncier saturé. Donc, grande difficulté pour les ouvriers à se construire des protections complémentaires, des activités périphériques peu lucratives, des protections sociales limitées, et du coup une forte dépendance en fait à leur statut d'ouvrier, quoi, qui fait que ça implique un rapport de force avec les dirigeants des plantations, qui est en faveur des dirigeants des plantations, et qui peut leur permettre de ne pas rénover les habitations, baisser les bonus de fin d'année, avoir des hôpitaux très vétustes, etc., sans que ça ait de conséquences fortes en fait, sur la stabilisation des ouvriers. Donc là, dans ces situations-là, on va observer des ouvriers et leur famille, toute la famille est impliquée dans ces stratégies, qui en fait vont avoir jusqu'à 8 activités économiques complémentaires. Donc on a bossé 8 heures, on rentre du boulot, on va faire le taxi-moto, on va chercher de l'essence pour vendre de l'essence au bord de la route, à côté de la maison de plantation. Enfin voilà, on vend des habits. Il y a vraiment une multitude de micro-entreprises en fait qui sont compilées. Et, voilà. C'est avec une faible productivité du travail. Donc je vous montre quelques exemples. Là, l'ouverture d'un petit warung à côté de la maison de plantation, la vente de quelques fruits sur le bord de la route, la plantation de quelques cacaoyers derrière la maison de plantation pour vendre les fèves. Il y a aussi quelque chose qui leur prend énormément de temps, c'est faire des balais avec les nervures secondaires des feuilles de palmier. Ça, c'est un travail qui prend un temps monstre et qui est très peu rémunéré. Voilà. Donc on a cette espèce de saturation économique qui explique des trajectoires économiques très difficiles et en fait le fait que peu d'ouvriers en fait accèdent à la retraite avec une situation correcte. Et donc on voit en fait des maisons où ils vivent plusieurs générations dans la même maison parce qu'en fait ils n'arrivent pas à se construire une maison, etc. Et à l'inverse, en fait, sur les fronts pionniers,
Et donc, de manière idéale typique, parce que en fait, effectivement, il faut toujours replacer ça aussi dans le contexte. Mais notamment dans la plantation de Ria où j'étais, c'est là que c'était le plus impressionnant. En fait, les ouvriers arrivent tous à accéder à une parcelle de foncier et même arrivent à construire des stratégies d'accumulation qui font qu'ils achètent une parcelle, ils défrichent, ils plantent du palmier. Au bout de quelques années, ils ont un revenu de la terre qui est à peu près équivalent à leur revenu d'ouvrier. Ils vont continuer à acheter de la terre et ils vont avoir un revenu de la terre qui devient même supérieur en fait, à leur salaire d'ouvrier. Moi, j'ai rencontré des ouvriers qui avaient une dizaine d'hectares, une quinzaine d'hectares. Donc, on est vraiment dans des stratégies d'accumulation qui sont importantes. Eux-mêmes sont donc travaillent d'abord dans leur plantation individuelle, mais très rapidement vont avoir recours à d'autres ouvriers. Donc on a aussi une reproduction de ce système de salariat, mais en dehors du cadre de la protection sociale, parce que dans ces plantations familiales, dans ces plantations patronales, en fait, c'est plutôt du travail à la journée où les ouvriers, ces nouveaux ouvriers les ouvriers des ouvriers vont être payés à la journée et sans autre protection sociale que ce salaire. Et donc, et par contre, on a une forme d'ascension sociale puisque la plupart de ces ouvriers arrivent à financer des études pour leurs enfants et faire en sorte que leurs enfants, en fait, ne travaillent plus comme eux, comme des ouvriers. Alors qu'à l'inverse, on a une très forte reproduction sociale dans la région de Sumatra Nord. Voilà. Je me dépêche parce que ça fait déjà un bout de temps que je parle. On a voilà, cette idée de prendre la question de la retraite et du turnover aussi comme élément de tension pour comprendre les stratégies des firmes et en fait et interpréter cette diversité des protections sociales qu'on peut observer en fait dans les différentes plantations. Soit une forme de double sécurité où en fait on a un revenu de la terre et en plus des protections sociales fournies par les plantations qui sont assez importantes pour essayer de limiter le départ des ouvriers. Et au contraire, en fait, à Sumatra Nord, des protections sociales qui sont minimisées. Donc, à titre d'exemple, un petit tableau qui récapitule ce que j'ai pu observer. Voilà, sur le salaire moyen, sur les bonus que les ouvriers vont recevoir à la fin du ramadan, sur le travail le dimanche, sur l'état des logements, le soutien à la scolarité, etc., etc. On observe des différentiels assez importants entre plantations. Voilà. Et tout en sachant bien que ces ouvriers dont je vous parle, qui ont 10 hectares, 15 hectares, en fait, pourquoi ils restent ouvriers? Quand on les interroge là-dessus, en fait, c'est quand même la retraite, c'est la protection, la santé, l'accès à la santé gratuite pour toute leur famille et le petit pécule de la retraite qui les tient en fait en tant qu'ouvriers. Voilà. Bon, j'avais une petite diapo sur le travail temporaire parce que justement, je trouve que c'est aussi un élément qui permet d'interpréter le contexte du marché du travail pour comprendre en fait quelles sont les opportunités de recrutement ou pas des firmes et donc quel est leur intérêt, soit à avoir des systèmes de protection sociale importants, soit à accepter un turnover parce qu'en fait, ils ont accès à de la main-d'œuvre facilement. La plantation de Bengkulu dont je vous parlais, par exemple, a énormément de mal, elle est très enclavée. Il n'y a pas d'autres plantations autour et en fait, ils ont énormément de mal à faire venir des ouvriers. Donc eux, ils sont dans cette logique d'essayer de retenir les ouvriers une fois qu'ils sont là. Alors que sur Kalimantan, il y a plus d'ouvriers ou en tout cas de réservoirs de main-d'œuvre à la périphérie des plantations et du coup, on va observer des variations aussi dans les interprétations. C'est pas gravé dans le marbre, quoi. Ça s'interprète au prisme du marché foncier et de la disponibilité en terre et en travail. Voilà, oui, parce qu'en fait, moi j'ai observé aussi des ouvriers temporaires qui avaient accès aux soins médicaux, à des logements, enfin voilà. Donc il y a des situations intermédiaires en fait par rapport à ça. Donc voilà, je reviens pas là-dessus. Hein, c'est l'idée de regarder de manière dynamique en fait la question du recrutement, la question du statut des ouvriers, voilà, de la penser comme quelque chose qui évolue dans le temps. Et en fait, en venir à ça, on en vient à la question de la durabilité de ce modèle et à la question de Pierre-Marie sur le futur. Parce qu'en fait, effectivement, ce qu'on pourrait dire de manière assez ironique, c'est qu'en fait, on est face à un système qui fonctionnera tant qu'il y aura des pauvres et tant qu'il y aura de la forêt. Puisque, en fait, on est sur un système qui prend des pauvres, qui les amène dans un système capitaliste et qui leur permet d'accéder à de la terre et
à l'entrepreneuriat via l'engagement dans le salariat. Mais quand on regarde on est quand même... il est fort à penser que la situation de Sumatra Nord préfigure aussi ce qu'on pourra observer dans le reste du pays. Voilà. Ensuite, j'ai poussé un peu plus loin les logiques de différenciation sociale des différents groupes ouvriers, en fait, avec un recours au collectif très fort à Sumatra Nord et une forme d'individualisation des trajectoires aussi très forte dans les autres plantations. Et voilà, j'avais 2-3 slides, je ne sais pas si j'ai le temps sur... si. Alors du coup... donc voilà, ça c'est en gros, c'est le cœur du travail que j'ai mené en thèse. Et après, je me suis intéressée au cas malaisien, puisqu'en fait, voilà, je me suis rendu compte que le recours à la main-d'œuvre était très différent dans la situation indonésienne et la situation malaisienne. En Indonésie, l'accès à la main-d'œuvre, c'est une main-d'œuvre nationale, c'est des gens qui sont dans le pays, alors que historiquement, en fait, la Malaisie, qui est un pays beaucoup plus petit et qui a développé à partir de la même période des plantations, beaucoup plus d'EVA, mais aussi de palmiers à huile sur la péninsule malaise, en fait, le gouvernement colonial britannique, a lui eu... Pendant cette période, donc pendant fin 19e, début 20e, ils ont développé des plantations sur la péninsule malaise, mais en ayant recours à des ouvriers migrants qui venaient des Tamouls, qui venaient du sud de l'Inde. Et il y a eu aussi énormément de migration de Chinois qui venaient travailler dans les mines d'étain, plutôt des mines qui appartenaient aussi à des Chinois. Et donc on a en fait un contexte complètement différent de recours à la main-d'œuvre. Et s'il y a des spécialistes de la Malaisie, j'aimerais bien pouvoir pousser un peu plus loin les analyses. Mais en fait, ça va constituer jusqu'à aujourd'hui des formes très différentes de mobilisation de la main-d'œuvre et donc de colonisation aussi des territoires qui sont assez différentes. Donc, pendant la période coloniale, on a l'arrivée de ces ouvriers tamouls dans les plantations, l'arrivée des Chinois dans les mines, et en fait l'objectif du gouvernement colonial malaisien, c'est en fait de préserver la paysannerie malaise de ce développement industriel et capitaliste pour pouvoir assurer en fait une production de riz pour tous ces ouvriers tamouls et chinois qui viennent travailler. Donc, on a vraiment la structuration d'une société qui est vraiment largement segmentée entre des Malais qui ont été marginalisés, qui sont restés une paysannerie peu productive et très pauvre, et en fait le développement de secteurs économiques tels que les plantations ou les mines. Et en fait, cette société duale, ça va avoir des conséquences jusqu'à aujourd'hui. À partir de l'indépendance, l'État malaisien, avec une poigne de fer, va s'industrialiser de manière beaucoup plus rapide que la plupart des autres pays d'Asie du Sud-Est et essayer de mettre en place une forme de discrimination ethnique aussi pour rehausser en fait, le niveau de vie des Malais par rapport aux autres populations. Dans les années 60, 70, 80, on est vraiment face à un État développementaliste fort qui va encadrer les marchés de manière très autoritaire et qui va procéder en fait, à la mise en place de nouvelles plantations de palmiers à huile. Aussi, là, on est aussi dans un cas où en fait, l'huile de palme est une part importante du modèle économique national. Donc ils vont mettre en place des schémas de colonisation. Donc là, c'est des terres qui sont publiques, qui vont être divisées, qui vont être distribuées aux ouvriers, enfin, c'est pas des ouvriers, qui vont être distribués aux colons, voilà, sur des terres qui vont leur appartenir de manière collective, mais donc avec en fait un encadrement, je passe là-dessus parce que c'est pas ça qui m'intéresse dans la démonstration, mais voilà, un encadrement très fort aussi des ouvriers, des colons jusqu'à cette période-là. Et ensuite, et en fait, ce qui est le plus important, c'est que cette industrialisation très précoce du pays, à partir des années 60, va avoir pour conséquence des mouvements de migration dans les villes pour nourrir les besoins en main-d'œuvre dans les usines très importantes et va structurer progressivement en fait
une lacune en termes d'ouvriers agricoles. Il n'y a pas, en fait, il n'y a pas de main-d'œuvre rurale disponible en Malaisie. Et c'est ça qui va créer une forme de dépendance du pays à... Tu trouves que j'exagère? Non, non, non. D'accord, ok. En fait, ça crée une forme de dépendance de la Malaisie à de la main-d'œuvre étrangère. À partir des années 80, l'État malaisien va connaître une phase de libéralisation partielle de son économie, et notamment passer de ces schémas de colonisation assez encadrés au développement de plantations privées telles que celles que je vous ai présentées auparavant. Et par contre, doit faire face, en fait, les investisseurs privés doivent faire face en fait, à cette lacune en main-d'œuvre rurale et à cette dépendance très très forte aux pays voisins. Et en fait, ils recrutent des Indonésiens et des Philippins parce que, en plus, les salaires dans les plantations malaisiennes sont quand même largement supérieurs aux salaires qu'on va observer dans les autres plantations. Et donc, ils recrutent ces ouvriers très souvent de manière illégale. On a même un tiers je ne sais plus si c'est dans le Sabah ou dans le Sarawak, un tiers de la population qui est qui est estimée être des ouvriers migrants étrangers en situation illégale. Et en fait, cette dépendance va structurer une organisation de migration circulaire aussi, parce que pour le coup, là, on ne veut pas stabiliser les ouvriers, on veut au contraire qu'ils repartent une fois qu'ils ont fini de travailler. Donc, il y a des systèmes de migration circulaire avec des contrats temporaires, plutôt d'une durée de 3 à 5 ans, avec au moment du recrutement, quand c'est des recrutements légaux, hein, le fait on entend, après, je vous dis, là, ça reste des lectures parce que je ne suis pas allée sur le terrain, mais avec les dirigeants qui vont prendre les passeports des ouvriers jusqu'à leur départ, etc. Et donc une forme beaucoup plus autoritaire en fait de mobilisation du travail. Et vous l'imaginez, moi je peux que l'imaginer aussi puisque je ne suis pas allée dans ces plantations, mais un rapport de force qui est beaucoup plus en faveur des dirigeants et qui peut être la porte ouverte à aussi de la violence physique, symbolique, etc. En discutant avec quelques chercheurs en Malaisie, ils m'ont quand même aussi dit que ce système de colonisation qu'on pouvait avoir à la marge des plantations privées par des ouvriers étrangers, on l'observait aussi. Je ne sais pas à quel point ça connaît une intensité aussi importante que ce que moi j'ai pu observer en Indonésie. Mais voilà, donc vous voyez qu'on est aussi, en entrant par la question de la main-d'œuvre et du travail, on arrive aussi à comprendre les dynamiques foncières et à voir aussi effectivement que là, on est pour le coup sur un État qui a la main, en fait, de manière beaucoup plus forte sur la colonisation du territoire, en fait. Voilà, j'en arrive à la conclusion, rapidement. Ce que je retiens, moi, de ce travail de thèse, c'est le fait que l'arrivée d'une firme va stimuler l'émergence d'une agriculture familiale et patronale. Et ça m'a beaucoup intéressée parce que j'avais l'impression que, notamment dans la recherche, ça peut être facilement des catégories qu'on oppose. Et en fait, là, on voit que c'est des catégories qui coexistent. Bon, je ne dis pas qu'elles coexistent... de manière toujours rose, mais en tout cas, voilà, elles sont ensemble, et d'où l'intérêt de les penser ensemble aussi, ces catégories. Voilà, donc rapidement, je vous refais les facteurs explicatifs de mes observations. Le cadre libéral de l'économie politique indonésienne, hein, qui autorise cet accès au foncier pour les ouvriers. La formalisation du droit de propriété, ou en tout cas peut-être la prévalence effectivement d'un droit de propriété individuel sur les gestions collectives des territoires par les populations locales, qui elles se retrouvent repoussées dans les marges. La question de la structuration des marchés de la terre et du travail, et la distribution spatiale, qui est quand même un facteur explicatif important. Et enfin, les interrogations sur la durabilité sociale. Voilà. Pour souligner juste l'intérêt de ces analyses, moi de mobiliser à la fois un regard sur le foncier et sur le travail, l'envie aussi, même si j'en ai pas du tout l'occasion aujourd'hui, de poursuivre aussi un peu des discussions, en tout cas si c'est pas des terrains là-bas. Et puis en fait l'intérêt d'aller regarder et l'Indonésie et la Malaisie en fait pour mettre en perspective aussi les observations que j'ai pu faire. Voilà, bon, j'ai été un peu longue, je suis désolée. Merci.
Donc moi, je suis Emmanuelle Bouquet, je travaille au CIRAD. Enfin, c'est pas pour toi que je dis ça, mais parce que on est content aujourd'hui parce qu'on a des nouvelles personnes dans l'assistance, donc on peut en profiter pour faire connaissance. Merci pour ta présentation. Moi, j'ai trouvé ça absolument passionnant. J'ai 3 questions, commentaires. Le premier, juste pour rebondir sur un des derniers éléments que tu as avancé là sur l'intérêt de penser conjointement l'agriculture d'entreprise et l'agriculture familiale. Je trouve que ça fait écho à plein d'autres situations que moi je connais, notamment au Mexique et puis également à Madagascar dans une moindre mesure. Enfin, je pense que ça se présente dans plein de cas à Madagascar, mais moi, le cas que je connais, mais vraiment au Mexique également, et y compris justement la capacité pour l'agriculture familiale d'aller travailler dans ces agricultures d'entreprise pour financer l'agriculture familiale. Enfin, moi, je pense qu'il y a vraiment des choses à creuser dans plein d'autres contextes. Alors moi je travaille en économie institutionnelle, donc tout l'accent que tu mets sur l'importance de réfléchir conjointement le marché du travail et le marché de la terre, ça fait complètement écho à ce que moi je peux voir et je peux lire, et à la fois dans une perspective statique, enfin, dire, pour expliquer une situation à un temps donné, mais aussi en dynamique. Enfin, c'est vraiment super intéressant, et je trouve que l'économie institutionnelle, elle est souvent un peu limitée dans la façon qu'elle a de conceptualiser le changement, hein, et la dynamique. Et du coup, apporter vraiment des éléments plus historiques, sociologiques, ça... Enfin, c'est bien, quoi, ça enrichit. Mais en même temps, voilà, l'économie institutionnelle, elle a au moins le mérite d'essayer de s'emparer de ces questions de dynamique, alors que l'économie standard, en général, elle est vraiment hyper pauvre là-dessus. Mais je pense que voilà, il y a encore des dialogues à approfondir, je trouve, entre des approches vraiment en s'intéressant aux moteurs économiques et puis aux moteurs sociaux, historiques, etc. Et puis après, j'ai des questions plus ponctuelles sur le marché foncier, quoi. C'est parce que tu vois, on sent qu'il y a des choses intéressantes, mais concrètement, moi, j'ai pas encore bien vu comment ça peut se produire. Donc, j'ai compris qu'il y a vraiment tu opposes vraiment la situation de saturation foncière où tu dis il y a plus de possibilité d'accès au foncier, mais on a envie de dire s'il y a un marché foncier, même si c'est saturé, ça doit pouvoir se faire. Sauf que voilà, est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de vendeurs parce que toute la terre est occupée par des plantations et que les plantations ne vendent pas le foncier, ou est-ce que ça veut dire que, comme Patrice le dit, que en fait le prix du foncier a explosé, et donc c'est pas qu'il n'y a pas de vendeurs, mais c'est que en tout cas c'est pas les ouvriers agricoles qui peuvent acheter. Et à ce moment-là, qui est-ce qui achète, si tant est qu'il y a un marché foncier qui est en opération dans ces zones saturées. Et dans les zones non saturées, est-ce que c'est du marché foncier ou est-ce que c'est un autre mécanisme? Parce que ce que tu as présenté, c'était, tu disais, les gens, il me semble que tu as employé le mot achètent, mais c'était des terres qui ensuite vont être défrichées. Donc en fait, ils achètent de la forêt primaire, si j'ai bien compris. Et à ce moment-là, qui est-ce qui leur vend à nouveau? Et combien, éventuellement, si tu as des éléments sur combien ça coûte, essayer de mettre en rapport avec leur revenu, quoi. Est-ce que c'est une année de salaire pour un hectare? Est-ce que c'est 10 années de salaire? Enfin, voilà. Et en fonction de qui vend, il va se poser la question aussi de justement quels droits finalement sont acquis. Donc apparemment il y a des droits de défriche. Tu as l'air de dire qu'il y a quand même une sécurité sur le long terme, puisqu'ils peuvent, y compris commencer à accumuler et continuer à acheter. Et donc, est-ce qu'il y a une formalisation de ces transactions? Quelle autorité s'occupe de la formalisation? Est-ce que c'est une sécurisation locale, ou est-ce que c'est une sécurisation qui est reconnue à un niveau plus légal, entre guillemets, ou en tout cas via des autorités à certains niveaux de l'État indonésien? Voilà. Merci. Ah, et dernière question, j'ai vachement monopolisé, mais après tu disais, ils finissent par constituer des exploitations patronales et ils emploient eux-mêmes des ouvriers. Alors je me disais, d'où viennent ces ouvriers? Voilà. Ouais. Donc, moi, ma question, c'est un peu lié dans tout ce que tu présentes. Qu'est-ce qui est vraiment particulier? Qu'est-ce qui est vraiment particulier au modèle palmier à huile? Parce que
tu pars de l'observation du système de retraite, de l'absence de système de retraite. Bon, ça c'est pas particulier aux plantations en Indonésie, hein, même les employés du CIRAD, de l'IRD, quand ils arrivent à l'âge de la retraite, on les met à la porte avec Wang Pesangon. Hein, voilà, tiens, en fonction du nombre d'années qu'ils ont travaillé, ils ont un petit pécule et puis pouf. Goodbye, on a été content de te rencontrer. C'est pas particulier au domaine des plantations. La seule particularité que je vois là, c'est qu'en zone pionnière, il y a d'autres opportunités. Et l'une des opportunités, c'est justement le foncier bon marché. Alors, est-ce que c'est pas tout simplement le fait que dans ces zones-là, il y a du foncier bon marché qui est déterminant de toute la dynamique? Ensuite, l'autre question que je me pose, c'est quel est le rôle des compagnies dans cette affaire? Est-ce que d'une manière ou d'une autre, elles facilitent l'accès ou elles encouragent cette acquisition foncière de leurs ouvriers pour justement les fidéliser, éviter qu'ils aillent partir sur la plantation voisine qui paye mieux? Enfin, est-ce qu'ils sont impliqués dans les transactions? Voilà. Ouais. Moi, j'ai été très intéressé par cette articulation entre finalement un rapport. J'ai été très intéressé par cette articulation entre un rapport salarial finalement encadré par le droit avec de la protection sociale, etc. Alors ça, c'est vrai que quand on travaille surtout en Afrique, on ouvre des grands yeux, quoi. Et puis l'économie domestique, et du coup, ça me faisait écho au vieux débat d'anthropologie économique sur finalement la part de la reproduction sociale qui est assurée par le salaire et qu'est-ce qui est laissé ou renvoyé à l'économie domestique, quoi. Et je trouve que c'est très intéressant parce que je trouve que ça fait très très écho à ça, y compris dans les évolutions qu'il y a. Et par contre, j'avais une question parce que tu as l'air de dire que finalement ce modèle du salarial avec la protection sociale, l'accès au logement, etc. et des ouvriers permanents reste assez prégnant, alors que Tania disait tout à l'heure que dans les cas où elle avait étudié, finalement ça avait sauté depuis une bonne quinzaine d'années avec justement, y compris le changement de la législation sur le travail, quoi. Du coup, j'aurais un petit éclaircissement là-dessus. C'est peut-être des zones différentes, des histoires différentes, mais j'aimerais bien un petit éclaircissement, quoi. Je réponds. Ok, merci pour les questions. Alors, je vais les prendre dans l'ordre. Alors, pour la question du marché foncier, ta question, Emmanuel. Alors, dans le nord de Sumatra, comment ça se passe? En fait, il subsiste des éléments de marché foncier, mais c'est vraiment très limité. Il y a très peu d'échanges, en fait. Quand j'en discutais, du coup, avec les chefs de village autour des plantations, etc. Il y a un peu de foncier, hein, parce qu'il y a eu cette réforme agraire, il y a eu un peu de distribution, donc il n'y a pas que des plantations, il y a aussi un peu d'agriculture familiale. Mais en fait, il y a très peu d'échanges parce que quand on a une parcelle, on la garde. Donc à moins qu'ils aient vraiment, enfin qu'il y ait des besoins. Mais donc moi, les chefs de village, par exemple, que j'ai interrogés, ils me disaient qu'ils observaient 2 à 3 transactions par an sur leur territoire. Et en général, ce qui s'échange, c'est des toutes petites parcelles. Ça va être plutôt un morceau de parcelle qui va être vendu pour construire une maison. Donc il va passer d'une terre agricole à une terre qui porte une maison. Et effectivement, j'ai plus de prix en tête là, mais c'était... si ça me revient, ça devait être peut-être... pour acheter, donc ils achètent 400 mètres carrés en général, hein, c'est une unité de mesure indonésienne, un rantai. Ils achètent 400 mètres carrés pour construire une maison et ça leur coûtait, je pense, 30 mois de salaire. Tu vois, on est vraiment sur des prix du foncier qui ont explosé. Et donc, en général, quand ils arrivent à épargner suffisamment, c'est là où aussi on voit les solidarités familiales. C'est que, en général, on envoie le cousin ou le frère acheter une parcelle ailleurs. Et donc, on a aussi des mouvements entre le nord de Sumatra et Ria, ou le nord de Sumatra et le reste de l'île. Voilà, donc ça, c'est pour la question de Sumatra Nord. Et pour la question des zones non saturées, en fait, du coup, en arrivant dans les plantations, j'essayais de retracer vraiment l'histoire de ces échanges à partir de l'arrivée de la firme jusqu'au moment présent. Et donc, en fait, c'est intéressant parce que les Javanais qui arrivaient,
quand c'était des Javanais, c'est pas toujours des Javanais, mais moi j'ai principalement vu des Javanais. Les Javanais qui arrivaient, ils viennent de zones de rizières et en fait, ils s'imaginent repartir chez eux rapidement. Ils ont peur de la forêt, ils n'osent pas y aller et tout. Et il y a les populations locales aussi qui sont dans les forêts autour. Et d'abord, il y a une phase d'intimité. Enfin voilà, ils se regardent un peu, ça reste un peu comme ça. Et puis progressivement, les ouvriers, ils vont faire des tontines et ils vont arriver. Moi, ce qui m'expliquait, c'est que les premières années, une fois qu'ils ont bravé leur peur de la forêt aussi, parce qu'il y avait ça, ils vont après négocier. Donc ça, c'est on va dire quand ça se passe bien, parce que ça se passe pas toujours comme ça. Ils vont négocier avec les populations locales. Et au départ, c'était du troc en fait qui se passait. Donc ils échangeaient un hectare de terre contre une radio. Après, progressivement, ils échangeaient un hectare de terre contre une télé. Et puis, progressivement, ils échangeaient un hectare de terre contre une moto. Et puis après, la terre commence à avoir un prix et on voit se structurer des échanges monétarisés, en fait, autour de ça. Après, on observe aussi des situations où ça peut être très conflictuel parce que le représentant de la coutume a dit que non, on n'allait pas donner les terres aux ouvriers, mais il y en a quand même toujours quelques-uns qui vont aussi déroger à la parole du représentant de la coutume et aller échanger des terres. On peut observer des situations conflictuelles. Moi, j'en ai pas observé, mais je pense que c'est parce que les représentants des firmes... Enfin, j'en ai observé de manière sous-jacente sans vraiment trop arriver à les creuser. Parce que les dirigeants des firmes, ils m'envoyaient dans des régions où il n'y avait pas trop de conflits, en fait. Donc c'est aussi pour ça que moi, j'ai observé des situations pas très conflictuelles. Donc on peut observer soit des départs de ces populations locales qui vont plus loin dans la forêt, soit des situations de conflit, même de déstructuration aussi des relations au sein de la communauté. Et parfois aussi, c'est par le mariage que ça se passe, l'accès à la terre, en fait, et pas par... c'est notamment à Kalimantan que j'ai observé ça, en fait. Les Dayaks avaient dit non, les terres, elles sont pour nous, on les garde. Et en fait, les seuls ouvriers qui arrivaient à accéder à la terre, c'était en se mariant. Non, c'est pas vrai, c'est pas les seuls. Mais dans une partie de la plantation, c'était les seuls. Et en termes de formalisation des transactions, à ma connaissance, c'est très informel. Et c'est un système qui tient jusqu'à ce que les terres ne soient pas réclamées, en fait. Et du coup, il peut y avoir des possibilités de conflits latents qui arrivent plus tard. Voilà. Donc les droits qui sont acquis, en fait, ça reste quand même des choses très informelles, en fait. Puis on est sur des fronts pionniers où les autorités publiques arrivent 10 ans ou 15 ans après les ouvriers, en fait. Donc ça reste... voilà, ça se passe comme ça. Il y a quand même une lettre du chef de village, une surat keterangan du chef de village pour la transaction. Ouais, oui. Mais c'est pas toujours des chefs de village, en fait. Parfois, c'est... Oui, si, t'as raison, si. Oui, si, pardon, ouais. Je voulais témoigner pour vous, savoir si je ne me trompe pas et si c'est vrai partout, que légalement, en fait, ils n'ont pas le droit d'avoir plus d'un titre de propriété aussi. C'est vrai, et que du coup, ça paraît... Non, mais en plus, en général... À Riao, qui avait abattu pour une parcelle, pour un titre de propriété, et qui avait des échanges informels, parce qu'on observait aussi des accumulations. C'est en plasma, oui, mais bon, non. Ils vont pas, en fait, le titre de propriété, ça coûte super cher. Ah oui, en plasma, d'accord, ok. Ah, je sais pas ça. C'est un peu différent. Oui, mais bon, c'est quand même aussi... C'est un seul contrat de 2 hectares, donc un capping de 2 hectares dans le cadre du plasma. Ça ne les empêche pas d'acheter de la terre à l'extérieur. Oui, mais s'ils veulent acheter, ils ont beaucoup de preuves. Mais bon, les bâtiers à Gambie et au Riao, ils ont 200 hectares. Bon, ils ont du mal à gérer tous les traitements, mais ils y arrivent. C'est ça. Et par rapport à la question de l'emploi d'autres ouvriers, en fait, il faut garder cette idée, ce regard dynamique sur la situation. C'est qu'en fait, les plantations, elles sont mises en place. Au début, les arbres sont petits, donc les ouvriers en récoltent peut-être 130 par jour. Et puis après, ils grandissent et ils vont en récolter moins. Et du coup, il y a des besoins en main-d'œuvre qui se construisent avec le temps. Il y a des nouveaux arrivés qui arrivent. Et en fait, il y a du coup des différentiels d'accès au foncier en fonction de leur date d'arrivée dans la plantation. Et du coup, le dimanche, effectivement, l'ouvrier qui vient juste d'arriver va aller travailler dans la plantation de celui qui est là depuis plus longtemps. Et du coup, ça recrée des rapports de domination aussi au sein de la communauté ouvrière.
qui sont vraiment complètement différents avec ce qu'on peut observer à Sumatra Nord. Et sinon, il faut aussi s'imaginer que du coup, à la périphérie des plantations, il y a aussi des villages qui se développent, une économie qui se développe, une société de consommation qui se développe avec des gens qui arrivent, des migrations spontanées aussi associées à ces migrations organisées. Et là aussi, on va avoir aussi un réservoir de main-d'œuvre qui se constitue progressivement en fait. Ensuite, sur tes questions, Patrice, oui, en fait, je suis d'accord avec toi, hein, c'est le front pionnier qui explique ce qu'on observe. Hein. Oui, oui. Et après, en fait, moi, j'ai mis l'accent sur la retraite parce que, enfin, ça a été une rupture phénoménale vraiment dans la vie des ouvriers, en fait, et que du coup, dans l'idée de replacer mes observations dans l'histoire sociale des plantations, en fait, c'est là que ça faisait sens, en fait. Mais je suis d'accord avec toi, la disponibilité foncière et la question pionnière est tout aussi structurante, en fait, dans les observations, quoi. Et alors, le rôle des compagnies par rapport à ça, en fait, elles sont assez désemparées par rapport à cette situation. Ça leur échappe complètement, hein. Et donc, et parce que là, je vous ai parlé des ouvriers, mais en fait, les managers, tout le monde cherche à accéder au foncier. Hein. Il n'y a pas que les ouvriers qui sont dans cette situation. Et alors, dans certains cas, en fait, justement, c'est là où le rapport de force qui va être qui est construit au sein des firmes est intéressant. Mais en fait, dans certains cas, les firmes arrivent à interdire au staff, donc c'est-à-dire contremaître et au-dessus, les assistants, les managers, etc., ils arrivent à leur interdire d'accéder au foncier. Parce que, notamment la plantation de Sinarmas à Riau, c'est ça. Parce qu'en fait, du coup, pareil, il y a tous ces problèmes de piquer du fertilisant pour le mettre dans leur plantation, partir plus tôt pour aller travailler dans la plantation, etc. Ils arrivent à le contrôler beaucoup plus, en fait, sur les staffs que sur les ouvriers. Et pour les ouvriers, ils sont complètement désemparés. Et avec l'arrivée du téléphone portable, en plus, dès qu'il y a une parcelle qui se libère, on appelle le copain pour lui dire... Et donc, non, c'est très difficilement contrôlable, en fait. Enfin, dans les cas, justement, où ils ont peu de main-d'œuvre. Après, il y a des cas où, en fait, ils disent « Tu veux partir ? Mais pars, je vais prendre machin à côté. » Enfin, voilà, il y a des cas limites aussi de ces trucs-là. Voilà. Et alors, par rapport à la question du travail permanent et du travail temporaire et de la coexistence, en fait, de ces deux statuts, alors... c'est pareil, en fait. J'aurais envie de dire, il faut le penser en relation avec le contexte des situations qu'on observe. Et alors moi, là où j'étais, il y avait un recours à la main-d'œuvre temporaire aussi, hein, clairement, qui était soit dans les périphéries des plantations, soit parfois même aussi qui habitait dans les maisons de plantation. Je pense qu'en fait, il y a même un lien, justement... C'est le fait de maintenir ce travail permanent qui fait clairement baver tous les ouvriers temporaires et qui rêvent tous d'accéder un jour au Saint Graal du statut d'ouvrier permanent. Je caricature, mais je pense qu'il y a de ça. En fait, de maintenir cette segmentation forte entre les deux modèles, c'est aussi quelque chose qui tient les ouvriers temporaires, j'imagine, en se disant peut-être qu'un jour, moi aussi, enfin j'en ai rencontré d'ailleurs, il y a la maison de plantation de l'ouvrier permanent qui, le dimanche, va faire travailler l'ouvrier temporaire. Et à côté, il y a l'ouvrier temporaire qui s'est fait une petite cabane et qui vit juste à côté de l'ouvrier permanent et qui espère un jour prendre sa place. Et du coup, j'imagine que... Enfin, voilà, ça peut être intéressant. Mais je pense que cette question du lien entre ouvrier permanent et ouvrier temporaire, en fait, il faut la creuser, quoi. Parce que moi, j'ai fait quelques entretiens avec des ouvriers temporaires, mais c'était pas assez suffisant. Mais en tout cas, il y a quelque chose là, il y a quelque chose à faire, quoi. Voilà. Juste pour compléter, il y a cette relation-là, et puis il y a la question. Pour compléter, donc il y a ce lien-là, et il y a aussi le lien avec la question du recrutement, enfin de la main-d'œuvre qui est outsourcing. Donc c'est une question qui se pose beaucoup à propos dans RSPO sur la question des normes, puisqu'en fait beaucoup de plantations industrielles donc, ont obtenu un certificat de production durable pour le palmier à huile. Mais aujourd'hui, la question qui se pose, c'est ce recrutement par le outsourcing où finalement les plantations sont complètement dégagées de toute responsabilité
par rapport à la main-d'œuvre, et où on retrouve des cas de main-d'œuvre qui sont dans des conditions de même dramatiques. Oui, complètement. Je suis complètement d'accord. Ouais. Thanks. Very interesting. I think there's really two kinds of history that you're tracing here, which is really very important. I've tried to do the same, but I think your comparative approach is very useful, because on the one hand, there's the history of the filling of the frontier and what that does in terms of access to land and the presence of a proximate labor reserve or the absence, right? So the question of the kind of, you could say, the historical evolution of land and labor. But then there's also the other kind of historical time, which has to do with the political and economic regimes at a point in time. So in relation to your issue of the crisis of these retirees, so one of the elements there, which was relevant in the case I'm looking in, probably is in yours too, these people who were not necessarily, even if they knew they could not stay in the plantation house after retirement, their expectation was that their children would replace them. So they would stay in their house until they died because their sons would be employed. And so the collapse of permanent employment has an impact on this retirement thing, right? Because now their sons are not being employed. There's been no permanent employees for 15 years. And so what they were counting on in terms of retirement, which is that in theory we have to leave our house, but in practice we'll stay in our house because it will be our children who are now the workers, that it's the loss of that which has actually produced the crisis. So that's, I don't know if that's relevant in your case, but that's certainly something that I've seen. I think the just also a little. I think it's a very interesting observation that you're making on the role of the segmentation and the hope of permanent work. I don't know for how long that can last. I think it's really the question you're asking about: under what conditions do companies need to pay the cost of social reproduction of labor? And it's probably relatively rare. Like it might be on a pioneer front that for a short period to hold labor, you actually have to provide, decent housing and family wage and so on. But it will be historically short-lived. The new frontiers in West Kalimantan are using 100% outsourced labor, and they're paying them weekly. So they're recruiting gangs of workers who have no direct relationship to the company, who is just X bodies of worker. Imagine paid weekly means that they understand that these workers will come and go and be mobile, and they have no responsibility towards them at all. Some of these companies have 100% subcontracted, casualized labor, and that's on a frontier. So that would mean that they are counting on a sufficient reserve army of labor, both within the province and also from other provinces, that they're not worried about the reproduction of the labor force. That's to say the labor reserve is extensive now. It's just, so that's a different historical moment, I think, which is part of this. And just one more comment. I'm sorry I'm commenting more than questioning, but just on the Malaysian question, because it's really very interesting. From the literature I've read on this, it seems that, in fact, what the Malaysian companies are doing is the legal Indonesia. 99% of the work is done by Indonesians. There's no Malaysians working on Malaysian plantations. They're almost all Indonesians, a few Filipinos in Sabah. But so the legal Indonesians are the harvesters, the young men. And then the people who do the maintenance work, which in my plantations is gendered female and is done by women from the enclaves, in Malaysia is done by the illegal Indonesians. So as they drop from the legal to the illegal labor force after the expiry of their 2-year visas, they drop into the illegal sector, and then they do this feminized work or the less remunerated work in contracted informal gangs who are completely invisible to the system. They are now also
recruiting Bangladeshis and Nepalis on legal contracts, and they also do the feminized work. So I think these things, this gendered segmentation, you know, the same job that's done by gender in Indonesia is done by the legal versus the illegal. You know, it's very mutable, but you will always find these different paths of recruitment, which are part of the picture here. Yeah, et je suis d'accord. In French or in English? Well, ok. En fait, je pense qu'effectivement, il y a une belle comparaison à faire entre Kalimantan et Sumatra, parce que ça a l'air de se structurer de manière complètement différente, en fait. Parce que, enfin, pour cette question de changement de statut des ouvriers, la plantation de Riau, par exemple, que j'ai observée pendant plusieurs mois, on arrive c'est la fin de la première génération d'ouvriers. Les premiers ouvriers commencent à arriver à la retraite. Ils allaient partir à la retraite quand j'y étais, moi. Et du coup, la plantation ça faisait 25 ans qu'elle existait. Et on était encore vraiment dans des systèmes où ils cherchaient à s'attacher la main-d'œuvre. C'est là où j'ai observé en fait les protections sociales les plus importantes. Avec 5 mois de bonus au moment du Ramadan, ça fait 17 mois de salaire par an. Il y avait même un manager qui voulait construire une bibliothèque pour les ouvriers. Enfin, je me disais, mais j'arrivais de Sumatra Nord, où ils vivent tous dans des espèces de baraques en bois où il n'y a pas l'électricité. Et j'arrive là, ils sont dans des belles maisons, on leur construit des bibliothèques. Enfin, j'étais complètement éberluée en fait par ce que j'observais. Et du coup, c'est effectivement aussi, je pense, poser un regard assez un peu large sur la manière dont sont colonisés les territoires aussi. Et je pense avoir recours notamment à des cartes aussi, comme tu disais, pour vraiment bien comprendre de manière assez précise comment ça fonctionne et du coup, comment peut s'organiser en fait un système de travail plus ou moins décent par rapport à ça. Mais il reste plein de choses à faire par rapport à ça. Voilà.